Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo des nouvelles à l'atelier pour le mois de juin 2015. Donc comme tous les mois, je fais une petite vidéo de ce qui se passe un peu à l'atelier, des nouvelles acquisitions surtout et un peu de discussion sur l'atelier. Donc on a quelques petites nouveautés pour ce mois-ci. La plus grosse étant bien sûr la rectifieuse plane, mais que je ne présenterai pas dans cette vidéo puisque j'ai déjà fait une vidéo de présentation là-dessus. Vous pouvez la voir sur la chaîne. Donc on va présenter un peu tout le reste. Alors on va commencer par les choses simples. On a ici des limes qui sont des limes spéciales pour l'utilisation sur tour à métaux, puisqu'elles ont des stries que d'un sens et non pas croisées comme une lime classique. Donc il y a uniquement des stries dans un sens. Et ça permet d'utiliser sur le tour et de faire une super finition finalement, parce que ça prend comme un outil de coupe classique, une arête, et ça fait vraiment un super fini, et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc il y en a plusieurs ici, donc la plus longue, alors je les ai tous pris chez RC Machines, donc ils sont pas très chers, et plutôt pas mal, donc c'est de la fabrication européenne, donc ici c'est fabriqué en Autriche, et celle-ci au Portugal, donc pas de matériel chinois. Celle-ci donc pareil, donc sans aucun manche. Donc, on peut utiliser une lime sans manche à condition qu'elle soit faite pour, donc comme celle-ci. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de pointe, il n'y a pas la soie qui dépasse. Ne jamais utiliser une lime sans manche avec une soie pointue, parce que si ça dérape, vous la plantez dans le doigt. Donc, donc on a celle-ci, pareil, même principe. Une petite, une grande. Voilà, donc ça c'est... ça coûte quelques euros et c'est beaucoup mieux à utiliser sur le tour, ça fait un nettement meilleur fini, ça fonctionne vraiment beaucoup mieux, c'est vraiment prévu pour. On va enlever ça. On a ensuite ici, puisque je commence à être équipé niveau rectification, tout ce qui touche aux meules. Alors ici on a un outil spécialement conçu pour l'équilibrage des meules, puisque les meules surrectifieuses nécessitant à être équilibrées, du moins c'est beaucoup mieux, ça évite toute vibration et ça donne un nettement meilleur fini. Donc équilibré, on a la flasque de fixation de la meule comporte en général 3 massettes sur les dimensions classiques, des petites masses qu'on peut déplacer sur l'arrondi. Comme on peut déplacer ces masses sur la flasque, ça permet d'équilibrer et de contrebalancer la différence de poids d'un côté à l'autre. Alors comment ça fonctionne? On peut voir, c'est très simple, hein, donc c'est un U très rigide sur lequel sont rapportées deux pièces souvent trempées ou en tout cas en acier dur, qui ont une arête très fine sur le haut, très fine. On va ensuite tout simplement utiliser un arbre porte-meule, donc on va utiliser la flasque d'origine, la meule est fixée sur cette flasque. Et les broches de rectifieuses ont toujours une broche conique. Donc on a un cône au bout de la broche qui va permettre de mettre la flasque dedans, qui a elle aussi un cône femelle. Donc on va utiliser un arbre qui copie la broche de la machine, tout simplement, donc un cône mâle qu'on va usiner à la bonne taille, avec à chaque extrémité un diamètre identique, donc droit. On vient mettre notre flasque dans le cône, inutile de le serrer, hein, donc jusque le cône aligne la meule comme il faut, et on vient poser ça là-dessus. Donc nous, l'axe repose sur les deux, donc le diamètre identique des deux côtés repose sur les arêtes, on le pose dessus et on laisse tourner. On laisse tourner jusqu'à ce que ça s'arrête. Une fois que ça s'arrête de tourner, on fait un petit trait au marqueur, par exemple sur le bas, ici tout en bas, pour montrer quel était l'endroit qui était en bas tout simplement, et on refait l'opération. Si à ce moment-là, c'est toujours le même point qu'on a marqué qui revient en bas, c'est que forcément il y a plus de poids à cet endroit-là et la meule est déséquilibrée. Donc on a plus de poids en haut et moins de poids, plus de poids en bas et moins de poids en haut. Donc à ce moment-là, à l'opposé de ce trait de marqueur, on vient déplacer une masse d'équilibrage. Donc on la rapproche de l'opposé du trait et on réessaye. Donc c'est un peu long à faire, mais c'est très important. Hein, donc, au moment où on aura équilibré la meule, qu'on aura mis les masses comme il faut, on n'aura alors plus jamais le même point qui revient en bas. C'est-à-dire que c'est aléatoire, c'est n'importe où sur la meule qui tombe, qui s'arrête en bas. Et là, c'est-à-dire qu'on n'a plus de poids plus important autour sur la meule. Et là, on est parfaitement équilibré. Donc, bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut déjà
les arêtes le plus fines possible pour que ça puisse rouler librement dessus. Alors on ne le fait pas tourner à une vitesse énorme, hein, on le pose dessus, on laisse tourner tout doucement. Plus on le fait tourner vite, plus ça met de temps à s'arrêter, donc c'est pas forcément intéressant. Mais pour que ça fonctionne, il faut que cet appareil soit parfaitement de niveau dans les deux sens du sol. Hein. Donc il faut que ce soit parfaitement de niveau comme ça, donc comme ça et comme ça. Sinon ça fonctionne pas, c'est logique, hein. Ça va rouler, ça va tomber de l'appareil. Donc pour cela, on a des vis de réglage ici, une ici et deux de l'autre côté, donc réglage en 3 points comme un marbre. On va donc poser ça idéalement sur le marbre, puisque j'ai le marbre qui est parfaitement de niveau, et on pose notre niveau ici et de l'autre sens. Donc et on vérifie, donc on met 2 cales parallèles, on pose le niveau dessus, on vérifie. Et à ce moment-là, on règle comme il faut notre niveau, avec un niveau de précision bien sûr, hein, on ne parle pas de niveau de maçonnerie. On met ça parfaitement au niveau et on peut l'utiliser pour vérifier tout ça. Voilà, donc équilibreur à meule, très simple, c'est tout bête. Je l'ai bien sûr complètement nettoyé, il est complètement sale, hein, il est déjà un peu rouillé sur les bords, j'ai tout nettoyé, il reste encore à l'huiler. On peut faire ça soi-même, hein, bien sûr. Là, je l'ai payé moins cher que le prix de la ferraille, donc j'avais acheté la ferraille pour le faire, j'aurais eu plus cher. Donc celui-ci va jusqu'à des meules, il me semble. Ouais, donc là je peux aller à des meules un peu plus de 300 mm normalement. Puisque j'ai, je crois, 16 cm, 160 mm de hauteur. Donc on peut utiliser des meules de plus de 300 mm, ce qui est impeccable puisque la rectifieuse plane prend des meules de 300. Et que c'est les meules les plus grandes que j'utilise, puisque la rectifieuse cylindrique utilise des plus petites et la futeuse aussi. Voilà pour l'appareil à équilibrer. Ensuite on a un mandrin expansible, donc très intéressant. Je vous en parle dans la vidéo une vidéo qui va venir après sur la remise à neuf d'une pompe hydraulique, donc du Montractopelle, dans laquelle j'ai justement besoin de cet appareil, de ce mandrin que j'ai exprès commandé pour là. Donc vous verrez ça dans la vidéo qui viendra. Vous verrez tout de suite en utilisation. Alors c'est très simple, c'est un mandrin. Donc là il est tout neuf, il y a encore la graisse dessus, hein, c'est pas de la rouille, c'est graissé, c'est gras. Donc pareil, j'ai commandé ça chez RC Machine. J'ai toujours été satisfait de ce vendeur, donc c'est pas mal. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un mandrin. On va le démonter. Dans lequel on a, donc voilà la pièce principale, on a un axe, l'arrière cylindrique, donc c'est ce que je voulais, on les trouve beaucoup en cône morse aussi à l'arrière. Moi je voulais du cylindrique, ça me permet de le prendre dans le mandrin du tour par exemple, ou dans un porte-pince. Ce qui n'est pas le cas du cône morse. Ensuite on a une partie conique ici, et on a des pinces, donc même principe que les pinces ER par exemple, des pinces porte-pince classiques, mais à l'envers, au lieu de prendre au milieu, on prend par l'extérieur, c'est exactement le même principe, inversé. Donc cône mâle, cône femelle à l'intérieur de la pince vient dessus, en l'appuyant vers le bas, elle s'écarte, et elle s'écarte de façon droite, c'est-à-dire que elle reste cylindrique et ne prend pas de forme conique, donc elle va autant serrer à l'arrière qu'à l'avant qu'au milieu. Donc c'est le but de ce genre de pièces. Donc ça permet, on met donc ça, ici on a un petit excentré là, un trou décalé du centre, qui permet de mettre les ergots dedans, comme les pinces ER pour la tenir en place. On vient mettre dessus, on visse. Et quand on arrive au bout, on fait attention de rentrer dans les petits ergots. Voilà. Et on serre. En serrant, ça écarte notre pince. Voilà, tout simplement. C'est très, et en la desserrant, ça la pousse dehors pour la desserrer. Très simple. Donc on peut voir ici les ergots, ça rentre dedans, hein, donc les petites rainures ici, qui va permettre qu'elle ne tourne pas avec. Et ça va permettre de maintenir toutes sortes de pièces sans avoir à accéder sur la partie avant. Donc même un trou qui est borgne, qui ne débouche donc pas, peut être utilisé là-dessus. Pour exemple, je passerai là-dessus, ça devrait le faire. Pour exemple, on a ici une molette. On va trouver le bon diamètre. Celui-ci, un peu limite. Voilà, parfait. Voilà une molette qu'on pourrait pas utiliser, qu'on pourrait pas tenir dans un mandrin classique de tour par exemple. C'est trop, ça fonctionne pas puisqu'on a les rainures ici.
bah ici ça fonctionne, on peut l'utiliser. Donc on va mettre ça là-dessus. Et je vais vous montrer ça. Voilà, donc on peut utiliser ça sur le tour pour les pièces non épaisses, c'est très bien. Bon, je ne peux pas serrer très fort, mais déjà, comme c'est encore plein d'huile, mais déjà ça bouge plus. Donc là c'est déjà bien, bien serré. Et ça permet d'usiner des pièces très très facilement. Si on met ça encore dans un mandrin 4 morts, on peut utiliser même même sur des pièces excentrées, on peut l'utiliser. C'est ce que j'ai à faire, donc c'est pour ça que j'ai acheté ça. Très pratique. Il en existe aussi en version que j'aimerais bien aussi trouver en version longue, c'est-à-dire qu'on met entre pointes, ou bien un côté dans le mandrin, l'autre côté sur la contrepointe. Qui sont aussi du même principe, mais qui nécessitent par contre un trou débouchant bien sûr, mais qu'on tape, qu'on frappe pour serrer, mais sur le même principe, beaucoup plus long. Donc très pratique selon ce qu'on a usiné, mais relativement coûteux. Alors celles-ci vont de environ 14 mm à 20 mm à peu près, ce qui est c'est ce que j'ai besoin pour mon projet. C'est pour ça que j'ai acheté cela. Donc très intéressant à utiliser. On va enlever ça. Donc c'est livré avec 10 pinces, hein, donc, on a toute la gamme entre 14 et 20 mm. Ensuite, on a ici un joli porte-molette, marque Quick, donc très réputé dans le domaine, qui est un outil de molletage par enlèvement de matière et non pas par compression. Donc ça fait longtemps que je regarde pour ça. Donc on a la molette donc ça vient comme ça dans le tour, hein, donc on a le serrage qui se fait ici, et les molettes qui tournent ici donc avec lubrification et qui vont couper, donc il y a un tranchant ici pour couper le métal. Alors celui-ci est uniquement fait pour les molettes, pour les molletages droits par contre, hein. Donc le molletage, la rainure est en biais sur la molette, mais il est également incliné en biais, donc au même angle que à 30 degrés, donc ça va nous faire des stries droits. Donc c'est pour faire du molletage droit, par enlèvement de matière. Donc non pas par compression, comme c'est le cas habituellement, qui souvent est un peu délicat à réussir comme il faut selon la matière. Celui-ci va vraiment couper dedans, et il est livré avec, je l'ai eu avec 3 molettes, donc c'est de l'occasion, mais il a l'air d'avoir très peu servi. J'ai 3 molettes avec, donc en différentes tailles. La fine et les deux moyennes et grosses. Alors c'est déjà très gros, hein, c'est déjà un gros porte-molette, mais c'est aussi du fait qu'il soit gros, qu'il soit pas cher, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut l'utiliser, qui a envie d'avoir un si gros porte-molette. Donc bonne base à tester, ça fera l'objet d'une petite vidéo de test, hein, puisque j'ai aussi l'intention d'en faire un plus petit pour utiliser des molettes plus petites, parce qu'on peut utiliser des molettes standards qu'on vient affûter sur le bord, donc simplement finalement affûté sur la face, pour faire un porte-molette, pour faire du molletage en diagonale, donc pointe de diamant du genre qu'on a sur les petites vis ici. Donc pour faire ça, il nous faut des molettes droites vu que le porte-molette est incliné. Donc si on utilise des molettes droites et qu'on incline à 45 degrés, ça nous fera des coupes à 45 degrés. Ça permettra tout simplement de faire un molletage par enlèvement de matière qui est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus efficace. On peut utiliser une molette, même pour le diagonal. On la met d'un sens, on fait une passe, et après on retourne, il faut que la partie puisse être tournée de l'autre sens, et on fait la passe de l'autre sens. Donc ce sera un projet à faire. Donc on essaiera déjà celui-ci, on verra ce que ça donne. Ensuite, dans les petites nouveautés, un petit lot ici d'outils à ébavurer, à chanfreiner. Donc ce genre d'outils avec affûtage ici qui permet d'ébavurer, de chanfreiner. Donc comme ici par exemple, on peut voir un petit chanfrein qui serait fait avec ce genre d'outil, ici un plus gros. Voilà. Il y a 3 sortes. Donc très intéressant à voir, puisque ça sert constamment, surtout que j'ai reçu ça pour même pas 10 € aux enchères.
Également des jolis tarots. Donc tarot spécialement acheté, donc ça c'est du 1/2 pouce en pas de 14, donc filé par pouce, à la norme NPT, qui est la norme que j'ai sur les raccords hydrauliques de mon tracteur. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et la même chose en taille plus gros. Donc spécialement à utiliser pour ça. Ensuite, plus intéressant, on a ici une jolie boîte Starrett qui est comme neuf, disons que c'est tout neuf, avec les accessoires, tout ça. Et la belle boîte Luxury Box, donc c'est celle qui est dans l'autre gamme, qui est un joli micromètre de profondeur. Alors, il est tout neuf, il est totalement calibré et en parfait état. C'est une très belle pièce. Blocage, les différentes dimensions avec, donc les différentes touches qui se mettent dedans, donc très facile à mettre en plus là-dessus, très bon système. Il suffit de dévisser à l'arrière ici, hop, et on sort la pièce. Pour le calibrage, c'est très simple, on a un écrou ici, on le serre, on le calibre à la bonne taille, à la bonne hauteur, une fois pour chaque barre, et c'est réglé. Ça reprend la position à chaque fois. Et à l'arrière, le tambour à friction, et en plus il est en millimètres, donc c'est ce que je voulais. Petit, très efficace, il passe à peu près partout. Alors si je l'ai pris, c'est surtout pour sa taille, et puis au prix, donc j'ai payé ça 20 euros. 20 euros aux enchères, tout neuf, en Allemagne. Je veux dire, je crois même pas qu'on a une version chinoise à ce prix, alors que celui-ci c'est du haut de gamme, c'est équivalent à Mitutoyo, voire même mieux que Mitutoyo parfois, dans certains matériaux, certains outils. Très belle acquisition, donc je suis vraiment content de l'avoir eu, c'est génial. Dans sa boîte d'origine, il est vraiment tout neuf. Donc il m'a déjà servi d'ailleurs, puisque j'en ai un plus gros, ancienne de l'ex-Union soviétique, que j'avais, vous avez sûrement déjà vu dans une vidéo, mais qui est plus gros. Alors, très belle fabrication aussi, même mieux que celle-ci encore, je trouve. Sur certains, pour la lecture par exemple, le tambour est plus gros, tout ça. Mais il est un peu long, et la dernière fois j'avais à mesurer sur une dimension à l'intérieur, et j'avais pas beaucoup d'accès, et celui-ci rentrait parfaitement dedans. Comme quoi, même si on en a un, parfois un autre modèle peut vraiment aider. Ça a été mon cas. Alors, autre petite nouveauté. Alors, c'est pas du maquillage, bien que ça y ressemble. C'est cette fameuse belle plaque à roder. Donc, c'est une plaque de rodage. C'est un marbre en quelque sorte, qui est parfaitement lissé, donc il doit être très très précis. Et on peut bien sûr éventuellement, en cas de déformation, le rectifier à la rectifieuse, donc faire une petite passe dessus, c'est faisable. Dans la limite du raisonnable par rapport aux profondeurs des stries qui sont encore très profondes, donc il y a encore de la marge. Alors c'est une plaque de rodage qui va permettre tout simplement de roder les pièces qu'on a rodées. Alors comment ça fonctionne? On a ici, j'ai acheté de la pâte à roder de diverses, donc c'est des petits pots, mais j'ai pris un assortiment complet qui donne les dimensions des grains, donc le plus gros étant de 5 microns, c'est déjà du gros grain. Enfin gros par rapport aux autres. On a ensuite 3 microns et demi, 2 microns et demi, 1 micron et demi, 1 micron, 0,5 micron et 0,25 micron. Donc ça c'est vraiment très fin. Donc c'est un peu l'équivalent d'un papier de verre à poncer. Donc différents grains, même principe. Qu'on va étaler sur la pièce ou sur notre marbre. La pièce, ça peut être ça, par exemple la surface là, je veux la roder, donc je la passe dessus et je mets la pâte et je frotte, tout simplement. C'est comme ça qu'on va utiliser cette pièce. Et ça va permettre de donner une surface extrêmement précise, donc là on parle d'en dessous du micron pour la précision, donc là on arrive vraiment à des précisions, par exemple des cales étalons, par exemple le polymiroir qu'il y a dessus avec cette précision parfaite.
se fait sur ce genre de plaque à rôder par exemple. Donc c'est très simple, on met la pâte et on frotte. Alors ce qu'il faut surtout faire, c'est utiliser au maximum toute la plaque, c'est-à-dire régulièrement utiliser tous les places de la plaque, donc la pièce, la frotter vraiment partout pour éviter d'user la plaque. Si on fait par exemple toujours une petite pièce et qu'on fait juste ça, donc on frotte en 8 par exemple, juste au milieu, on va user la plaque au milieu qui va se creuser puisque forcément c'est de l'abrasif. Alors normalement cette plaque est en acier traité, normalement c'est du traité puisqu'elle doit être très dure pour éviter de s'user trop vite. Donc ça va permettre vraiment de donner des finitions de haute précision. Donc quand on a des très petites épaisseurs à enlever, quand on veut aussi faire un polymiroir par exemple sur une pièce en acier, surtout pour l'acier traité aussi. Donc on va dire que ça complète la rectification. Si on a besoin de très haute précision, on va compléter la rectification par un rodage. Donc après rectification, on vient passer là-dessus. Donc c'est une taille plus basse et c'est plus pointu au niveau précision. C'est un cran au-dessus au niveau précision. Donc il faut la pâte à rôder et la plaque. Donc la plaque, c'est simplement les stries pour retenir tout simplement le produit, donc la pâte à rôder tout simplement. Donc c'est une belle petite plaque, 240 mm, correcte, qui est en parfait état. Alors je pense que ce type de plaque peut également être utilisé d'une manière différente, donc on peut l'utiliser en marbre à main, mais il existe aussi des machines à rôder sur lesquelles ce plateau tourne. Donc la pièce est placée sur un plateau, en fait, vous avez deux plateaux, un plateau par exemple comme celui-ci, lisse plat, sur lequel on vient poser la pièce, et qui a au milieu un roulement à billes, par exemple, ou tout autre roulement, pour qu'il puisse tourner librement sur un axe. Donc il va tourner librement sur lui-même. Donc là, ça tourne, il n'y a pas de souci. La pièce du haut qui est celle-ci, qui vient, comme on peut le voir ici, je pense qu'elle devait servir à ça, à des points de fixation ici. Elle vient se visser sur la broche, donc c'est une broche. Et elle tourne par-dessus l'autre, mais le centre du plateau du bas et de ce plateau qui est sur la broche est légèrement décalé un décalage réglable. Parce que plus le décalage est grand et plus ça va frotter vite. Et ça va enlever plus vite de la matière. Donc il faut que le décalage soit réglable. Et donc on excentre le plateau du haut du plateau du bas. On pose notre pièce dessus, on met la pâte, notre plateau tourne par-dessus. En tournant, il va bien sûr frotter notre pièce qui est calée entre avec la pâte à rôder. Et il va faire tourner le plateau du bas. Donc ça va faire un mouvement excentrique, un peu comme une ponceuse excentrique finalement. Ça va faire bouger la pièce et ça va la tourner en dessous et faire un parfait rodage de précision. Donc ça c'est machine à rôder d'un modèle très ancien déjà qui existe. Alors j'en ai jamais vu à vendre, jamais vu ce genre de machine en occasion quoi que ce soit, mais j'ai déjà vu la machine en elle-même et le principe de fonctionnement. Alors pour la suite, j'ai deux outils de précision. Le premier dans un coffret, le coffret arrivait un peu abîmé, j'ai dû recoller, tout le dessus était enlevé, toutes les parties étaient décollées. Recoller, mais sinon ça va, donc malgré tout c'est un petit niveau de précision. Voilà, donc qui permet de mesurer les angles, donc tout ce qui est angle à faible pente, bien sûr c'est pas pour mesurer des grands angles, mais ça permet de mesurer avec une relativement grande précision des angles pas trop important, donc pour mesurer une petite pente. Donc on a une bulle classique comme un niveau classique et on a ici un vernier de réglage qui va monter et descendre ici. Donc dans un premier temps on le calibre un peu comme un micromètre sur une surface bien plane, donc sur le marbre. On le met à 0 avec la bulle au milieu, donc il faut que la bulle soit parfaitement entre les deux pour quand on est à 0 ici. Et ensuite, on peut tout simplement le poser sur une surface inclinée et venir mettre la bulle à 0 et on lit ici combien qu'on a de dénivelé, donc de différence. Alors j'ai pas encore vraiment étudié le principe, mais ça semble être un micromètre 45, donc ça semble être un vrai micromètre tout
tout simplement. Et donc par déduction de la hauteur ici par rapport à la longueur, un peu comme une barre sinus, on fait un calcul de trigonométrie pour avoir l'angle. Je pense que c'est ça, il faut encore que je l'étudie, donc il vient d'arriver, hein, donc j'ai pas encore vraiment étudié. Donc c'est pas inscrit si c'est millimètre ou angle, mais là, première vue, c'est clairement des millimètres. Donc là, la pièce monte, tout ça monte et autrement ça descend. Donc intéressant, un beau petit, bel petit objet. Ici on a l'ajustement hein, pour le mettre la calibration, je pense, comme j'ai pu comprendre. Donc encore à vérifier. Mais en état correct, la bulle est correcte, les surfaces de contact sont très correctes aussi. Donc un peu d'huile et c'est réglé. Donc il faudra juste vérifier la longueur. Et bon, la précision, c'est une précision de 1/10 par mètre, ce qui est plutôt correct. C'est déjà une très bonne précision sur 1 mètre, 1/10 de millimètre. Moins précis que les niveaux classiques, mais tout dépend de la pièce, de la fabrication du niveau. Mais moi, ça me convient très bien. Donc belle petite pièce, fabrication russe normalement, ex-Union soviétique. Donc toujours du même fabricant que dont j'ai beaucoup d'outils maintenant, tous mes micromètres, tout ça. Le fameux K pour Calibre, je crois que ça s'appelle la société, qui fait vraiment du super matos. C'est franchement, c'est au niveau des micromètres, ça c'est ce que je préfère largement par-dessus toute autre marque, y compris les Mitutoyo ou les Starrett. Je les aime beaucoup parce qu'ils ont un ajustement déjà ils sont massifs, donc c'est une pièce lourde, une pièce très solide, qui se déforme très peu vu l'épaisseur, la largeur, tout ça. Donc c'est très peu déformable avec la température, puis c'est un instrument de mesure. Et les tambours sont relativement gros, très faciles à lire, très lisibles, donc de par leur taille, mais aussi de par le chrome qui est dessus, donc un chrome satiné. Et ils ont aussi le réglage du tambour rapide, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'outils pour le calibrer. Il suffit de dévisser le haut, on calibre, on resserre, fini. Donc ça c'est vraiment génial. Donc très beau petit objet, donc à étudier, à tester de plus près. Donc j'ai pas encore vraiment testé, mais fabrication relativement propre. Un peu des éclats de peinture ici, bon bah, c'est de l'ancien matériel, mais plutôt en bon état. Plutôt pas mal. Donc la boîte est arrivée en mauvais état, mais j'ai pu la réparer comme il faut. Donc là, il est bien calé dedans, il bouge plus. Et la deuxième acquisition, donc du même fabricant. Donc je sens que c'est effectivement c'est le même fabricant. Donc on a ici une belle règle à 3 côtés, donc on peut utiliser à plat sur deux faces de cette manière là, en utilisant les deux faces du dessous, ou comme règle filaire, donc à fil avec bord affilé, donc très fin, pour vérifier le jeu qu'on a en dessous par exemple. Donc super belle pièce, avec un manche dévissable ici, qui permet de bien tenir sans pour autant gêner l'action de vérification, et qui est en plus de classe 0, donc de très haute précision. Classe 0, c'est déjà de la classe salle de mesure, hein, donc c'est déjà de la très haute précision, très finement rectifiée. Celle-ci est neuve, donc elle a été jamais utilisée apparemment, donc ce que dit le vendeur bien sûr, mais je lui fais confiance parce que j'ai déjà acheté pas mal de choses chez lui, et la plupart des objets qu'il a sont d'anciens stocks. Celle-ci, donc la boîte est un peu abîmée, mais c'est pas bien grave puisque ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans. Mais elle est quand même en état utilisable, donc j'ai aussi dû recoller les bouts, mais les bouts arrière ici que j'ai dû recoller, mais pas bien grave. Donc classe 0, très intéressant, j'avais pas de règle de ce type là, et pour 20 euros, j'ai pas pu la laisser. 20 euros. Avec les frais de port, on n'en est même pas à 30 euros.
Donc il y en a souvent dessus, hein, de temps en temps il y en a une dessus, donc quelques règles de ce type là. Alors en classe 0 c'est relativement rare, d'habitude c'est du classe 1, mais voilà, donc c'est pas... c'est donc toujours le même fabricant. Donc très belle qualité de produit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Alors je pense qu'on a quasiment fait le tour, il me reste encore deux choses à montrer, une grosse et une plus petite. Alors on va commencer par la plus petite parce que la plus grosse ça sera pas ici, il faut que j'aille vous montrer ça là-bas. Alors ici, déroulement, sortir ça de la boîte. J'ai eu une occasion très intéressante sur des gros roulements de marque Timken. Alors je pense que c'est des vrais, j'ai encore un doute là-dessus, hein, parce qu'il y a eu pas mal de copies, mais peu importe, même les copies ça me va très bien. J'ai eu la chance de trouver en neuf. J'ai eu la chance de trouver des roulements coniques, donc des grands roulements coniques, pour ma fraiseuse, la Milwaukee, que vous voyez toujours en action dans les vidéos hein, quand je fraise, c'est qui est juste ici. C'est les roulements de broche, donc des roulements de précision coniques à la référence d'origine, qui a une particularité déjà d'être un roulement de précision bien sûr, mais surtout d'être une référence peu courante. Alors la référence là est relativement facile à trouver, par contre la cuvette est très difficile à trouver, surtout en précision, parce qu'elle a la particularité d'avoir un épaulement. Donc cet épaulement n'est pas présent sur la version classique de cette référence, c'est uniquement sur la version B, donc c'est la référence 47620B. Le B veut dire qu'il y a cet épaulement. Et c'est quasiment introuvable avec l'épaulement. Donc là j'ai trouvé ce kit pour un prix défiant toute concurrence. Je sais plus combien je l'ai payé, mais c'était vraiment pas cher. Du genre même pas 100 € le roulement. Donc il me semble que c'était aux alentours, on va dire en gros c'était 180, ça devait être 90 et quelques euros. C'est vraiment pas cher pour un roulement de précision de cette taille. Donc on peut voir par rapport à la main, il est énorme. Les seuls que j'ai trouvé en précision mais sans le rebord, c'était plus de 1000 € le roulement. Donc à ce prix là je dis bon, dans tous les cas je sais que cette fraise a beaucoup travaillé, c'est pas un mal d'avoir tout ça en rechange hein. Donc là j'ai sauté sur l'occasion. Donc ça c'est le roulement qui se trouve en bout de broche, donc en bas de la broche, au point où il y a le cône SA50, la partie du bas. Donc je suis vraiment content d'avoir trouvé ça, d'avoir ça en stock, parce que je sais que mes roulements ne sont pas en super état. Et on a le deuxième ici, qui lui est celui du dessus de la broche. Pareil, hein, même principe, roulement de précision, que j'ai payé encore moins cher puisqu'il est plus petit. Pareil, même principe. Donc la partie interne qui est standard, et la partie externe qui a aussi ce fameux rebord ici. Donc ça c'est la partie qui vient en haut de la broche. Alors j'ai un doute sur le fait que ça soit du vrai Timken. Déjà on a une marque ici, on peut voir la trace ici, le rond, qui ressemble pas du tout à la marque, à ce que fait Timken apparemment, comme j'ai compris. Aussi la boîte me semble différente, il n'y a pas le code barre, alors peut-être c'est de l'ancien stock, je sais pas, mais j'ai vraiment un doute sur le fait que ça soit de l'origine ou pas. C'est peut-être tout simplement une copie chinoise, parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont été faites en copie hein. Alors bon, voilà quoi. Donc si déjà ça, même si c'est de la copie, je veux dire, si la précision est bonne, et que ça me permet d'avoir quand même ça, de pouvoir changer mes roulements, c'est top hein, parce que de l'origine à 1000 €, le roulement et 800 et quelques deuxièmes, bon, ça sera pas la peine quoi. Donc là, ça, même si c'est de la copie, c'est pas grave. Je suis pas sûr, je sais pas si c'est de la copie ou pas. En tout cas, la référence est bien notée dedans, il n'y a pas d'erreur de référence, tout ça. C'est difficile à dire, c'est très difficile à dire, mais peu importe.
si pour mon usage, je veux dire, même si c'est de la copie chinoise, si j'ai besoin de changer mes roulements, ça fera parfaitement l'affaire, à condition qu'il soit précis. C'est parfait. Ok, donc on va passer maintenant dans l'autre pièce et je vais vous montrer la dernière acquisition. Et voilà, la dernière acquisition dont je parlais juste avant, dans cette grosse caisse en bois qu'on va ouvrir et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc elle est relativement grosse, on peut voir. Et la voilà ouverte et on peut découvrir une belle grosse équerre en granit de haute précision. Alors je suis très content d'avoir trouvé ça, ça fait longtemps que je regardais pour ce genre d'accessoire qui est d'habitude très cher. Donc c'est une équerre de haute précision qui est totalement rectifiée sur les bords, donc les faces de côté sont rectifiées en planéité, mais aussi en angle à 90 degrés à une très haute précision. La partie du dessus est rectifiée également dans une tolérance de 20 microns, donc 2 centièmes. Voilà, donc ça c'est pas fait pour travailler ici dessus, c'est fait pour travailler sur les côtés. On a des pieds de réglage aussi en dessous, 3, qui permet aussi de l'utiliser à plat, en la mettant parfaitement de niveau, ou de l'utiliser d'une autre manière qu'on veut. Donc là c'est une très grande équerre, elle fait, il me semble que c'était 70 par 70 mm et 1 mètre de pointe à pointe. Donc la pointe est rompue ici, hein, donc elles sont coupées de côté pour pas être trop fragile. Ça pèse relativement lourd, donc on est sur environ 70 kg avec la boîte, donc bien 50 kg l'équerre, hein, pour la manœuvrer seul c'est déjà délicat, on a un trou pour passer une sangle ici. Et on peut l'utiliser, donc moi ce que je voulais vraiment c'est l'utiliser pour le grattage de mes fraises, donc la fraiseuse que je vais restaurer les deux de toute façon à la longue, mais surtout la fraiseuse à tourelle que j'ai restaurée, qui va nécessiter un grattage complet des glissières, et avec ça on peut vraiment bien contrôler et bien travailler pour la perpendicularité de la colonne avec la console. Donc là on peut vraiment faire du super boulot avec ça, puisqu'on peut gratter, vérifier notre grattage de façon très précise. Alors les phases d'utilisation sont ici, donc c'est tout lisse, hein, il y a vraiment... Alors ce qu'il y a, elle a des petites, comme ici il manque un petit bout, hein, il y a des petits bouts cassés, un peu dans le coin aussi, un peu de l'autre côté. Alors c'est pas dû au transport, c'est dû à une mauvaise utilisation je suppose, comme ici on peut voir, là on a un petit bout cassé. Alors ça gêne en rien l'utilisation, puisque c'est du granit, et le granit a l'avantage, lorsqu'il casse il fait pas de rebord, hein, donc il n'y a pas de souci, même s'il y a un petit point, un petit creux. Alors sur la face il n'y a rien, j'ai rien trouvé, c'est tout lisse. C'est uniquement les arêtes, je pense, en la manœuvrant, ils ont cogné, et puis ça a fait des petites écorchures sur les coins. Donc elle est relativement lourde, bien emballée, boîte d'origine. C'est relativement difficile à trouver, donc ça faisait longtemps que je regardais pour ça. J'aimerais encore en trouver une petite, ou un bloc, en bloc plus long, pour mettre sur le marbre, pour l'utilisation sur le marbre, c'est très pratique aussi, mais j'ai pas encore trouvé. Mais celle-ci, je pense que le vendeur ne savait pas trop à quoi ça servait, puisqu'il avait vendu ça comme une marche de mesure, ce qui m'a permis de la tirer à un très bon prix. C'était un faire offre. Donc ça fait un moment que je regardais, j'ai fait transporter ça par UPS. Donc je conseille pas vraiment UPS, parce que j'ai eu déjà plusieurs, ils m'ont déjà cassé un diviseur. Le diviseur, ils ont fait tomber, ils n'ont jamais remboursé, ils n'ont jamais voulu... Ils ont toujours fait traîner l'affaire, donc je peux pas les recommander. Donc ils sont pas sérieux, de ce côté-là, ils sont pas sérieux. Alors pour l'équerre là, j'ai pas eu de problème, hein, j'ai fait passer par eux, mais c'était bien emballé. Donc voilà, donc ça dépend sur qui vous tombez, ça passe bien ou pas. Et voilà donc pour la présentation de tout ça. Donc celle-ci est vraiment utilisée sur les machines-outils pour faire les glissières, tout ça, c'est vraiment une surface de précision. Et vous la verrez en action d'ici quelques temps, donc c'est pas pour tout de suite, mais d'ici quelques temps, sur la restauration de la fraiseuse et éventuellement la rectifieuse cylindrique, ça pourra également servir. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Donc petit point aussi sur le four que j'ai fabriqué de revenu. Donc le four de revenu, je pense qu'il y aura quelques modifications à faire, puisque je trouve le temps de chauffe beaucoup trop long. Donc j'ai plusieurs idées, déjà isoler peut-être le tour et éventuellement rajouter soit une résistance, soit pourquoi pas un brûleur à gaz, donc sur gaz, qui va permettre de monter rapidement la température à l'intérieur.
Une fois la température atteinte, on coupe le gaz et on va sur l'électrique pour maintenir la température. Donc c'est une idée, hein, ça sera beaucoup plus rapide à chauffer. Donc c'est encore à voir, j'ai pas encore le temps de m'en occuper, mais je trouve le temps de chauffe beaucoup trop long. Il faut attendre 2h30 à 3h pour atteindre les 200 degrés. Ça fait beaucoup quand même, quoi. Donc quelques modifications à venir là-dessus. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, donc pour les nouvelles du mois de juin. Et comme dit, je fais ça tous les mois à peu près pour les nouveautés. Donc là, j'ai été bien gâté pour ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, c'est gratuit, vous serez informé des nouveautés. Et merci à tous les abonnés et tous ceux qui commentent et qui regardent mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine vidéo.